ce matin, mon cher Diba Milimono. Hier, on l'évoquait, un dossier d'enquête donc sur la Lonagui, un gap important de plusieurs milliards dans la gestion précédente. Oui, tout à fait. Le gap, en fait, c'est l'élément qui polarise les attentions. Mais comment on en est arrivé là, c'est important de revenir un peu sur l'historique. Vous savez, la directrice à l'époque, au moment des faits de la Lonagui, c'était Madame Aminata Silla. Et donc, elle a été nommée le 24 janvier 2019. Elle vient après M. Aïdara. Vous vous souvenez avec toute cette crise qui était refait surface et à l'époque, et avec les audits d'inspection générale au niveau de l'État qui avait fait un travail d'audit avec tous ces rapports qui ont été présentés à l'époque. Donc, elle vient dans un contexte assez particulier. Et donc, le travail d'abord qu'elle commence, c'est selon le mémo qu'elle a adressé au chef de l'État. Puisque après sa nomination, seulement 17 mois après, elle a fait un mémorandum pour faire l'état des lieux au chef de l'État, mémorandum intitulé « Situation de la Lonagui ». Donc, elle envoie ce mémo au président. D'abord, elle commence par dire comment nous avons trouvé la Lonagui, les réformes sur le plan administratif, ce que nous avons fait. Alpha Condé à l'époque. Alpha Condé à l'époque. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, Alpha Condé à l'époque, puisque nous sommes en 2020. Voilà. En 2020. Ouais. Donc, elle adresse un courrier au président Alpha Condé, elle dit situation pour faire l'état des lieux. Ouais. Et exactement le 29 juin 2020. Donc, Alpha était encore au pouvoir. Ouais. Donc, elle fait ça, elle dit dans ce mémo, d'abord, premièrement, un peu plus de 17 mois après, je me suis fait le devoir de dresser un état des lieux, tout en soumettant à votre haute appréciation le chemin parcouru, les succès engrangés, les recettes mobilisées au compte du trésor public, les montants distribués aux parieurs, les embûches et sur le terrain, les projets qui ont été contrariés par les effets de la Covid-19. Donc, elle fait son mémorandum et sur les chiffres qu'elle a pu faire, selon toujours le mémorandum, ainsi, à partir du 5 août 2019, la Lonagui s'est lancée dans l'exploitation de PMU. Vous vous souvenez, PMU était une société privée avant de le rattacher, de le nationaliser au niveau de la Lonagui. Donc, il dit, parce que là, avant, ils étaient dans la régulation, maintenant, ils sont aussi dans l'exploitation comme tous les autres. Donc, il dit, entre 2019-2020, chiffre d'affaires qu'ils ont pu engranger sur la période 2019-2020, depuis son arrivée, la directrice, Mme Aminata Silla, elle a pu engranger un chiffre d'affaires de 146 milliards 269 millions 219 000 francs guinéens. Gain payé aux parieurs, puisque PMU est différent des autres segments de jeu. PMU, en fait, c'est la masse collectée qui est partagée. Lorsque les parieurs ils font leur jeu, on collecte la masse. Une partie revient à la Lonagui, une partie en revient aux parieurs, et l'autre partie, on envoie ça au niveau du trésor public. Il faut payer les taxes et les rédéventions. Donc, c'est la masse collectée qui est partagée à tout le monde. Donc, au niveau du gain payé aux parieurs, sur la période 2019-2020, c'est 75 milliards 150 millions 880 000 francs guinéens. C'est ce qui a été payé comme gain aux parieurs. Maintenant, sur seulement la période de 2019, la mine, du 5 août au 31 décembre, le chiffre d'affaires est de 74 milliards 458 290 000 francs guinéens. Gain payé aux parieurs seulement sur la période de 2019, c'est 39 milliards. Maintenant, sur la période de 2020, du 1er janvier au 31 mai 2020, chiffre d'affaires, c'est de 71 milliards 810 millions. Gain payé aux parieurs est de 35 milliards 786 millions. Maintenant, pour ce qui concerne les taxes payées au compte du trésor public, puisque comme je l'ai dit, sur le chiffre d'affaires des 146 milliards collectés sur la période 2019-2020, elle paye une partie aux parieurs. Ensuite, elle paye les redevances au niveau... Les taxes payées au compte du trésor public est de 47 milliards. Alors, c'est là le problème intervient. Sur les chiffres qui ont été sortis par la direction, annoncés par la direction. Tamba va faire tout à l'heure un croisement pour vous dire les chiffres qui ont été annoncés. C'est en deçà de ce que la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique a présenté à l'inspection qui a été mise en place par le président au niveau du sectoriat. Et pour finir, plus loin, au niveau de ces 47 milliards, ce qui n'est pas conforme au chiffre de la Direction nationale, 47 milliards qu'elle aurait payé comme taxe au Trésor. Alors que les chiffres que le Trésor présente, ce n'est pas 47 milliards. Donc c'est là le premier problème. L'autre aspect, elle part des taxes en 2018, puisqu'elle fait 47 milliards, elle dit qu'en 2018, avant mon arrivée, c'était 34 milliards, soit une différence de 12 milliards. Donc elle a fait une différence de 12 milliards. Et plus loin, elle dit, au titre de comparaison, en 2018, donc, avant que vous ne me confiez les rênes de la société, les licences élevaient à 1 milliard 230 millions. Vous savez, chaque année, on renouvelle la licence pour les sociétés. Vous payez justement les radios. Voilà. Donc, avant son arrivée en 2018, la licence était à 1 milliard 230 millions. Donc, en 2019, puisqu'elle vient en janvier 2019, elles sont passées à 4 milliards 250 millions. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui,
les licences aussi ont allé au-delà de 4 milliards. C'est autour au jeu de 6 milliards. Donc, annuel. Voilà. Et donc, elle dit soit une augmentation de 3 milliards. On passe de 1 milliard à 4 milliards, soit une augmentation de 3 milliards. Donc, elle a fait une avancée sur le plan des chiffres. Et elle continue, elle dit au titre aussi, au-delà de cela, elle dit, quant aux redevances mensuelles qui étaient de 45 millions par mois en 2018, elles sont passées à 235 millions en 2019, soit une augmentation de 142 millions par mois. Wow. Donc, ce sont ces chiffres-là. Wow. C'est monté en flèche, hein? En flèche. À tous les niveaux. Justement, qu'elle présente au président. Et pour un chef de l'État qui est dans une dynamique de mobilisation des ressources internes, puisque le président Alpha Condé avait dit, nous mobilisons peu et nous dépensons beaucoup. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Donc, c'est pas bon. Donc, c'est 13% de mobilisation. Il faut aller à 22% comme recommandé par la sous-région. Donc, le président voit les chiffres, mais quand même, il décide d'envoyer, de nommer deux DGA. Un DGA chargé de l'administration et un DGA chargé des affaires financières. Donc, ils sont nommés et leur arrivée va créer des problèmes. Puisque madame a sorti des chiffres, donc ceux-ci sont nommés en 2020. Donc, ils arrivent, il s'agit d'un certain monsieur Ibrahim Khalil Keïta, qui a été nommé DGA chargé des affaires financières, et un certain monsieur Mamadou Selou Diallo, DGA chargé de l'administration. Dans leur attribution, puisque lorsque le décret est pris, on prévoit leur attribution. Dans leur attribution, on dit que tous les services administratifs seront rattachés à monsieur Mamadou Selou, qui devient dorénavant le DGA chargé de l'administration. Tous les services financiers seront rattachés à monsieur Ibrahim Khalil Keïta, qui devient le DGA chargé des services financiers. Qu'est-ce qui se passe? Ils viennent, ils sont nommés, ils vont passer 3 semaines la mine sans être installés. 3 semaines sans être installés à la Lunagui. Donc, ils attirent l'attention du PCA et du conseil d'administration pour dire, mais qu'est-ce qu'on attend pour qu'on soit installé? Alors, madame dit, la directrice, conforme à l'article 51 des statuts de la Lunagui, c'est le PCA qui doit se réunir en conseil pour définir votre mandat et les attributions. Ils disent d'accord? Donc, le CA, voilà. Donc, ils doivent se réunir. C'est ça, donc, le conseil d'administration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Avant cela, l'objectif, c'est de rattacher d'abord les services. À l'ordre du jour de la rencontre, c'est de rattacher les services administratifs au département de M. Diallo, rattacher les services financiers à celui de Khalil Keïta. Ensuite, annuler les nombreuses décisions qui ont été prises par madame. Parce que, lorsque les deux ont été nommés, les décisions concernant les états financiers ou le diagnostic administratif, elle ne devait pas le faire. C'était normalement en synergie avec les deux qui venaient d'être nommés. Donc, elle fait cavalier seul, elle nomme, elle prend des décisions. Ensuite, ils disent, il faut mettre cela à l'ordre du jour. On doit annuler toutes ces décisions. Troisième élément, on dit, il faut recruter un cabinet pour faire l'audit financier et administratif sur la période de 2019 à 2020. Donc, ce qui est quand même très mal vu par la directrice. Ensuite, on dit, il faut qu'il y ait des signatures conjointes sur toutes les sorties d'argent et d'entrée. Puisque c'est madame seule qui signait les sorties et les rentrées, les comptes bancaires et au niveau de la trésorerie, tout ce qui concerne en tout cas le décaissement d'argent. Donc, les deux demandent au CA à ce qu'on adjoigne à la réunion, à l'ordre du jour, qu'on puisse soit une ou deux signatures conjointes pour engager les dépenses. Donc, on dit, le CA dit, c'est d'accord, c'est une bonne idée, on le fera. Sauf qu'à la réunion, à la veille, on leur dit, non, vous n'assistez pas à la réunion. Ils disent, mais pourquoi? Ils disent, non, c'est nous et entre la direction. Alors que dans les statuts, normalement, la directrice vient comme simple secrétaire à la réunion. Donc, ils n'assistent pas à la réunion. Qu'est-ce qu'on fait? Les attributions qui ont été, imaginez-vous, prévues par le CA. Les services ont été rattachés, par exemple, DGA des finances. Au niveau des services rattachés, on dit service de comptabilité financière va être rattaché à son département. Service de comptabilité matérielle va être rattaché. Service de recettes et de recouvrement, service trésor, service risque et sécurité, service logistique et marketing vont être attachés au DGA, M. Mamadou, M. Ibrahim Khalil Keïta. Sauf que, puisqu'on les refuse d'assister à la réunion, après la réunion, on fait sauter les services. On les enlève, puisque préalablement, le CA avait prévu cela. C'est elle qui décide là où c'est le conseil d'administration. C'est le conseil d'administration. Mais dans ce scénario-là, dans le mémorandum qui a été déposé au président, puisqu'il faut rappeler que c'est un mémo que les deux envoyés à Alpha Condé pour attirer son attention à cela. Sur le dysfonctionnement. Le dysfonctionnement. Donc, et le président du conseil d'administration, c'était Kao Carré. Kao Carré au moment des faits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les services rattachés qu'ils ont fait préalablement et ils ont eu l'intelligence de prendre en photo ces fiches de poste. Donc, à la réunion, on les fait sauter. Il dit NB au président Alpha. Il dit travail initialement prévu par le CA
vous constaterez que c'est une photo prise avant d'être modifiée à la satisfaction de madame. Donc, ils font sauter. Ils font la même chose. Vous avez vu, ils ont fait sauter. Là, il n'y a plus de services rattachés. C'est seulement les attributions. Ils font la même chose au DGA de l'administration. Là, lui aussi, il a pris en photo. Et là aussi, on fait sauter les services rattachés. Donc, tous ces services-là vont être logés sur la directrice générale. Voilà. Celle qui décide de tout. Elle est dans une démarche solitaire selon le mémorandum. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il décide d'attirer l'attention du président. Il faut rappeler, Lamine, le problème aujourd'hui. Parce que si c'était fait, ils avaient demandé de réadapter l'organigramme. Parce que si vous nommez 2 DGA, ça veut dire que l'organigramme va changer. Les services vont être rattachés, l'organigramme n'a jamais changé. Il y a des travailleurs qui se plaignent qui n'ont pas de contrat. Ce sont les lettres d'engagement. Ce n'est pas fait. Il y avait à l'époque des travailleurs qui disaient qu'on n'a pas d'assurance maladie. Nous ne sommes pas au niveau, il n'y a pas de plan de formation au niveau de l'ONFPP. Nous ne sommes pas enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous apprenons que tout récemment, ça vient d'être fait. Au niveau des travailleurs de la LONAGUI et PMU qui ont été rajoutés. Puisqu'il y a 2 personnels. Maintenant, pour finir rapidement, Lamine, tout récemment, il y a une équipe des travailleurs de la LONAGUI de PMU se sont retrouvés pour envoyer un mémorandum au président Mamadi Doumbouya, bien avant, à quelques jours du départ de Mme Aminata Silla. Dans ce mémo, ils disent que Madame gère la LONAGUI contre la volonté du peuple de Guinée. Eux aussi, en plus des 2 déjà, ce sont les travailleurs cette fois-ci qui s'adressent au président de la transition. Ils disent dans cette lettre, ils disent les recettes de l'État amputées, par exemple le chiffre d'affaires du mois d'août 2018 du seul PMU avant la nationalisation est de 18 milliards. Supérieur d'environ 3 fois par rapport au chiffre d'affaires d'août de 2019 qui a été avancé par madame. Et pour finir, sur la construction du siège, vous savez, ça fait débat. Ils disent qu'à propos du siège, la DGA sont arrivés à trouver 23 milliards réservés dans les caisses de la LONAGUI pour la construction d'un siège. D'où est-ce qui explique la non-construction de ce siège au détriment du patrimoine de l'État? Quelle est la rationalité de consacrer 28 milliards à la rénovation d'un bâtiment loué pour en faire un siège? Donc, elle trouve 23 milliards qui devaient être utilisés pour la construction de nouveaux sièges. Mais dans le mémoire adressé au président Doumbouya, les travailleurs disent qu'elle a engrangé 28 milliards seulement pour la rénovation du département, qui aurait pu servir à la construction. Sans compter les problèmes de salaire, les problèmes les 1%, puisque c'est prévu avant dans PMU d'ancien, avant la nationalisation. Quand vous faites un chiffre d'affaires chaque fin d'année, les travailleurs ont droit à 1% du chiffre d'affaires. Ça a sauté, ça n'existe plus. Donc, cette nouvelle direction hérite quand même d'une situation complexe. Voilà un peu l'état des lieux. Et Tamba va faire le croisement pour vous ressortir le déficit qui a été créé par rapport aux chiffres annoncés et la vérité de la part de la Direction nationale du Trésor public. Allez-y, mon cher Jacques. Avant les chiffres, puisque Yiba fait bien de parler de ces DGA qui avaient des soucis. Et puis, évidemment, il y a tout de suite une incompréhension qui va apparaître parce que le CA qui va se réunir sans justement ces 2 DGA dont on connaît les attributions clairement définies dans les statuts et finalement qui arrive au terme de la réunion à enlever à amputer sur les attributions données à ces 2 DGA, les 2 DGA qui se réunissent donc et qui finalement finissent par comprendre selon leur mémorandum que le CA même n'était pas au courant de certaines informations. Il y a ces détails qui apparaît clairement. Le PCA, donc feu Ibrahima Khalid Konaté au carré, aurait informé, n'est-ce pas, les 2 DG qui n'étaient pas au courant de la façon dont la dame gérait. Et parce que juste tout simplement, Jacques, si vous permettez, le CIA doit se retrouver chaque 3 mois. Chaque 3 mois, donc, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Il n'y a pas eu de chaque 3 mois, il n'y avait pas de réunion. C'est prévu dans les statuts que chaque 3 mois ils doivent se retrouver, mais il n'y avait pas de réunion. Et donc le CA ignorait les recettes qui étaient engrangées par la plateforme d'exploitation, les conditions aussi de son acquisition ou location, ne connaissant pas la nature du contrat de la plateforme. On parle également des terminaux de vente qui servent à l'enregistrement des paris, le pourcentage que les gestionnaires de cette plateforme perçoivent. On est allé même jusqu'à dire que ces pourcentages étaient gérés par des Camerounais et des Maliens qui étaient considérés comme des consultants. Donc, les DGA et les services rattachés qui devraient en principe avoir la main dans la gestion effective de l'argent généré par la LONAGUI
et se sont vus remplacés par des consultants qui ne sont pas guinéens. Bon, c'est pas une question de nationalité, mais question de statut tout simplement, parce qu'un consultant n'est qu'un consultant, il ne peut pas aller jusqu'à gérer quand même l'argent, surtout que quand c'est les pourcentages qui doivent revenir, n'est-ce pas, aux gestionnaires. Voilà. Allez, la suite de cette enquête, évidemment, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On s'intéressera aussi à ce procès des massacres du 28 septembre. L'interrogatoire donc de Keboro s'est poursuivi hier, vous le savez très bien. Et on ira du côté du Sénégal, où les Guinéens souffrent de ce côté aussi, avec Air Sénégal, entre autres. La suite des enquêtes avec Tamba Zakari Milimono à suivre à 10h. Et vos propos aussi avec Aïssa Toussane. Évidemment, la suite de cette enquête avec vous, Tamba Zakari Milimono. On parle évidemment de la Lonagui, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Eh bien, un gap important de plusieurs milliards dans la gestion donc précédente. D'autour de 22 milliards de nos francs, pour être précis. C'est bien de cela qu'il s'agit. Guiba Milimono est déjà revenu sur un courrier, mémo, adressé au président de la République, le professeur Alpha Condé, à la suite d'une dénonciation, par voie de mémo également, de 2 directeurs généraux adjoints, un directeur sur les questions administratives, un autre sur les questions financières. Les collègues sont déjà suffisamment revenus là-dessus. Et donc, sur la foi du mémo même de la directrice générale, je veux commencer par préciser que nous l'avons eu. Nous avons eu Madame Silla, qui n'est pas ici, qui n'est pas sur le territoire guinéen, qui est en dehors donc de nos frontières pour des questions d'éducation, donc en train de se former, c'est l'information que nous avons. Mais elle s'est prêtée à nos questions, elle y a répondu, et nous nous faisons tout naturellement l'obligeance de restituer telles quelles les réponses et les explications, les clarifications qu'elle a daigné apporter à notre équipe dans le cadre de cette enquête. Alors, je dis bien encore une fois que tout ceci part d'un mémo réponse de la dame elle-même, le président de la République, en recevant le mémo de la dame qui loue quand même un certain nombre de choses. La première chose qu'elle loue, c'est que la plateforme de gestion des jeux en République de Guinée s'est modernisée et que même dans la sous-région, les mêmes entités, en Côte d'Ivoire, nous avons la LONASI, qui, au dire de la dame justement, a envié la Guinée pour la qualité de sa plateforme qui, jusque-là, est gérée, qui a été gérée par ces consultants dont Jacques nous parlait il y a quelque temps. Et donc, ça, c'est une première prouesse qu'elle loue. Une deuxième prouesse, c'est justement les résultats engrangés dans le cadre de la mobilisation des ressources, notamment sur le chiffre d'affaires, qui est largement revenu là-dessus, par exemple en 2019-2020. La dame elle-même parle et elle a confirmé à la fois le mémo dont je lui ai fait lecture, mais aussi les chiffres que j'ai évoqués. C'est bien 146 milliards 269 millions 219 000 francs guinéens au titre de 2019-2020 en termes de chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, justement, vous avez cela, mais après cela, il y a des gains qui sont payés aux parieurs, Diba l'a dit. Mais la mine, les recettes versées au niveau du trésor public comme taxes correspondent à 10% exactement de ce chiffre d'affaires-là. Et c'est de cela qu'on parle. Ces 22 milliards et quelques dont on est en train de parler découlent donc de ces 10%. Je veux préciser que selon la dame, selon les informations qu'elle nous a données, c'est la plateforme elle-même qui calcule, qui comptabilise les avoirs, d'après ce qu'elle nous dit. Il y a des gains qui sont opérés, il y a des recettes qui sont réalisées, et la plateforme cumule tout cela, et c'est sur cette base justement que les 10% sont déduits encore une fois par la plateforme, qui seront déposés au niveau du trésor, à partir du receveur central, donc du trésor public. Oui. Donc, ça, c'est un autre niveau de prouesse qu'elle engrange. Et le dernier niveau de prouesse, c'est bien, encore une fois, ce qui a été évoqué il y a quelque temps par les collègues pour dire ce qui se faisait avant est de loin inférieur à ce qui se fait aujourd'hui. J'ai donc sur moi une autre copie qui nous vient directement du Trésor public, qui va nous permettre d'apprécier ces évolutions que la dame a évoquées. Par exemple, en 2011, la Lonagui verse au niveau du receveur central du Trésor public montant de 5 milliards 417 millions 132 300 guinéens.
2011. 2012, c'est 7 milliards 140 millions et quelques. 2013, 13 milliards. Vous voyez bien que ça va en progressant. Ouais, en 2014, on est à 24 milliards. En 2015, et là, ça va devenir intéressant parce que les recettes de jeu vont être chiffrées, donc versées au niveau du trésor public. Les grandes gueules. À 44 milliards. Vous voyez bien qu'on va de 24 milliards à 44. Le montant, presque, il double. Ça, c'est en 2015. 2016, léger régression. On revient à 33 milliards, 73 millions, 235 603 francs. 2017, on reste dans la même fourchette, toujours autour de 33 milliards. 2018, régression en termes pour les recettes elles-mêmes, parce qu'il y a 24 milliards 196 millions 646 francs, 646 107 francs guinéens, auxquels on va rajouter des dividendes de 10 milliards justement. Quand vous faites la somme, vous avez 34 milliards pour l'année, si vous voulez, pour l'année 2018. Voilà, et puis on rappeler cette enquête sur la Lonagui avec Tamba Zakari Milimono. Dossier d'enquête, donc évidemment un gap, il l'a dit, de plus de 22 milliards quand même de francs guinéens. On poursuit avec vous, Tamba Zakari Milimono, en ce qui concerne ces chiffres. Je veux quand même dire à Poutine... monte en crescendo. Voilà. Je veux simplement dire à Poutine qu'on n'y est pas encore. C'est même pas Poutine. C'est Djibril qui est là-bas. Monsieur de la régie, pardon. Oui, on n'y est pas encore pour ne pas mélanger nos... ça aussi, mon cher Jacques Lewaleno, évidemment. Djib. Voilà. Vous avez des tournis déjà, monsieur le ministre. J'ai eu peur quand j'ai entendu, je vais parler à Poutine. Non. C'est notre collègue qui gère un petit peu Twitter. Voilà, allez-y, Tamba. On n'y est pas encore. On va y arriver. Je vous dirai à quel moment. C'est pas Poutine. Ok, d'accord. C'est pas Poutou qui est à la régie, qui touche les boutons. Ok, d'accord. Voilà. Et 2019, c'est tout le nœud du problème que nous avons, et on va le voir tout à l'heure. Le montant déclaré par la directrice. Maintenant, au niveau de la régie, vous pouvez bien, pour nous permettre, justement, vous pouvez bien afficher l'image que vous avez, pour nous permettre d'avoir cette précision. Allez-y, Tamba, il faut la guider. 2018, 34 milliards. 2018, je disais qu'on était à 34 milliards, comme vous pouvez le voir, 196 millions 404 107 francs guinéens. Ça, c'est le montant déclaré par la Direction générale de la Lonagui comme versé au trésor public. Et effectivement, sur la foi de pièces dont nous avons copie ici, parce que nous avons des relevés très précis de toutes ces transactions, à la fois les numéros de référence des chèques qui sont acheminés au niveau du trésor public, mais aussi de la quittance qui est délivrée après réception des montants, parce que c'est ça le processus. Lorsque, par exemple, Guinea Games, je vais revenir là-dessus, paie ses redevances à la Lonagui, c'est directement acheminé vers le trésor public pour ses 10%. Donc, ce niveau-là. Et les 10% sont versés sur la base de fichiers. Donc, il y a comment on appelle ça? Il y a le chèque qui est délivré cette fois-ci par Guinea Games, par exemple. Et ensuite, il y a tout un dossier qui est conçu, référencé, daté, signé et cacheté. Les grandes gueules. Du trésor public. Lorsque le trésor public le reçoit, il délivre une quittance pour confirmer réception du montant. Et vous voyez bien sur l'affiche que nous avons ici à l'écran que le montant de 2018 qui est annoncé par la Direction générale correspond au montant reçu. C'est donc ce que nous avons là. Mais 2019, c'est tout le souci que nous avons. Le montant déclaré par le courrier même de la directrice générale, dont nous avons fait lecture ici, et que la dame a reconnu avoir adressé au président de la République à l'époque, il correspond à 47 milliards 145 millions 859 114 francs guinéens. 214 francs guinéens. Oui. Regardez le montant déclaré reçu, effectivement en reçu 2019. En 2019 par le trésor public. Il est de 17 milliards 853 millions 423 770 francs guinéens. Le gap est palpable. Oui. Il est presque à hauteur de 30 milliards de différence. En 2020, là, la question demeure parce que ce courrier adressé au président de la République, Djiba l'a dit, mon cher Lamine, il date du 29 juin 2020.
En 2020, sur la foi des documents que nous avons pu avoir, nous ne voyons pas de déclaration, justement, de la part de la LONAGUI de montant déposé, même si le Trésor public affirme avoir reçu 5 milliards 24 millions 839 603 francs guinéens. Quand on arrive là, on se pose quand même une question. Alors, la directrice dit avoir déposé plus de 47 milliards. Wow. Le receveur central du Trésor public dit n'avoir reçu que 17 milliards. Où sont passés les 30 milliards? Vous allez voir plus loin que lorsqu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que ce montant n'est pas de 30 milliards, la différence c'est les 22 milliards dont j'ai parlé. Lamine, notre travail a donc consisté, après avoir fait ce rapprochement, à interroger la dame. Premièrement, elle reconnaît une chose, elle a écrit ce courrier. Deuxièmement, elle reconnaît une deuxième chose, avoir été interpellée là-dessus par la présidence de la République. Une troisième chose intéressante qu'elle nous livre même, c'est qu'elle a même été consultée par plusieurs fois par monsieur le président, le chef de l'État actuel, Mamadi Doumbouya, sur le fonctionnement de la LONAGUI. Elle aurait apporté un avis technique qui va conduire aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec Guinée Games et tout le reste, sur la foi des prouesses qu'elle-même a évoquées il y a quelque temps. Et je veux ouvrir une petite parenthèse avant de donner l'avis, la version donc de la dame. Vous savez, la LONAGUI gère tout ce qui est jeu en République de Guinée. Et jusqu'en 2020, les recettes provenant des jeux étaient générées par Africa Lottery Company, par Guinée Games, c'est deuxième entité dans ce lot-là, par Winia Guinée, par LONAGUI PMU, parce que vous vous souvenez, la LONAGUI a repris PMU en 2012, par Sanseri Casino, le casino fait des jeux. Là également, il y a des recettes et nous avons des éléments de tout cela en termes de revenus. Hope Technologies également, le Riviera Royal et puis Guinée Games dont j'ai parlé, voilà, qui travaille à la production de recettes à partir justement des segments de jeux. Alors, notre travail a donc consisté à interpeller la dame. Lamine, les réponses de la dame, je dois le dire, dès maintenant, ne m'ont pas paru suffisantes. Elles ne m'ont pas paru suffisantes. Vous allez voir pourquoi. Alors, première chose, elle dit qu'il y a des retards qui arrivent entre le moment où la LONAGUI dépose, donc transmet les chèques, et la délivrance des quittances par le receveur central du Trésor public. Elle dit qu'il y a des retards. Je répète, entre le moment où on dépose le chèque, donc l'argent, les milliards que j'ai évoqués, il serait possible, d'après la dame, d'aller déposer autant de montants sans recevoir de quittance qui viennent confirmer qu'effectivement, les montants ont été transmis à la LONAGUI. On ne parle pas de 100 francs. Hein. Vous avez vu, on parle de milliards. C'est ce que la dame m'a donné comme explication. Donc, ces retards pourraient arriver. Deuxième chose, elle dit qu'il y a même un rapport d'audit qui aura été commandité par l'IGE à l'époque sur sa gestion et qui souligne cet aspect comme quoi le quittancier serait manquant souvent au niveau du Trésor public pour déposer ces montants. Pourquoi tu ris? Moi, je ne ris pas. Je ne vais que donner les informations que la dame nous donne. Donc, il y aurait donc un manque de quittance, justement, et que c'est ce qui ferait que, c'est vrai, eux, ils ont déposé, sinon, eux, ils ont déposé 47 milliards, mais le Trésor n'a reconnu que 17, en attendant de recevoir les quittances pour confirmer qu'effectivement, eux, ils ont tout déposé. Je veux vous interpeller, je veux vous donner un exemple de dépense qui a été exécutée. Je vais par exemple au mois de mars 2019, le 1er mars 2019. D'accord? La référence, je vais la lire pour être plus précis. La référence 067 LONAGUI DG MD 2019. Donc la date d'envoi d'un montant, le montant je vais vous le dire,
ce montant, il est de 330 240 880 francs guinéens à envoyer au trésor public sur fonds, donc pour le compte de la LONAGUI, sur fonds de la Société Générale. Le montant serait parti comme ça en 2019, le 1er mars, et il n'aurait pas reçu de quittance. Donc, il n'y a pas de reçu pour dire on a reçu le versement. Lamine, ça s'aligne par dizaines et par dizaines. Ce type d'opération pour lesquelles il n'y a aucun reçu, vous pouvez le voir ici. Il n'y a aucun reçu qui ait été délivré par le Trésor public pour dire on a reçu cet argent. Je rappelle tout ça pourquoi. La complicité à quel niveau là? Je rappelle tout ça pourquoi. Oui, oui. Le courrier de la dame date du 29 juin 2020. J'évoque cette transaction parce qu'elle date du 1er mars 2019. Ça fait plus d'1 an. Oui. Précisément, c'est 1 an, 3 mois. Oui. Que l'opération s'est réalisée. Ce que la dame nous dit, c'est qu'il y a un retard au niveau des quittances. Ils ont versé l'argent, mais pendant 1 an, 3 mois, il n'y a pas eu de quittance au niveau du trésor public pour confirmer que l'argent a été déposé. Elle sait bien que moi, cette explication ne me convient pas. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais j'ai donc demandé, parce que c'était ça toute la souffrance. Puisque vous dites, madame, qu'il y a un rapport de l'IGE qui confirme que les quittances ont été amenées à manquer, est-ce que je peux avoir accès à ce rapport de l'IGE? Elle m'a donné du temps, elle me disait qu'elle me revenait. Plus tard, elle m'est revenue pour dire qu'elle n'en avait pas copie et qu'elle enverrait l'ancien conseil juridique avec la copie. Quelque temps, elle me dit également que le conseil juridique n'a pas non plus ce rapport qui indique que pendant 1 an, 3 mois, le Trésor public a été incapable de fournir une quittance à la directrice générale pour confirmer qu'ils ont reçu un montant émanant de la LONAGUI. L'enquête ne s'arrête pas là, et mon cher Lamine. Ce n'est qu'un début, parce qu'on va aller plus loin, aller chercher ce rapport où il se cache et pouvoir confirmer si oui ou non la dame dit vrai et si les quittances évoquées concernent également ces transactions, je rappelle, de plusieurs milliards de francs guinéens pour lesquels il n'y a jamais eu d'éléments qui viennent en appui. Pour terminer, je rappelle encore à nos auditeurs que entre ce qui a été déclaré autour de 47 milliards par la directrice générale et ce qui a été déclaré perçu au niveau du trésor public, il y a au moins un écart de 22 milliards de francs guinéens et la situation est ce qu'elle est. Voilà, environ 2 millions d'euros. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Et sur Espace TV, tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous tous à l'international. Merci à Djibril Ba du côté de la rédaction d'Espace TV, évidemment, qui réalise aussi cette émission du côté de la régie. Mafata Sano, je le disais tantôt, la transition guinéenne dans le creux de la vague. Nous posons cette question ce matin. La question peut se poser dès lors que dans l'ensemble, en tout cas, les actions prises par les autorités guinéennes sont prises entre 4 feux. Un dialogue mal aimé, une Krief à coucher dehors, un chronogramme attardé, la CEDEAO au taquet, les dieux semblent avoir quitté la transition, plusieurs dossiers en tout cas alambiqués sur la table du gouvernement qui se démène comme un beau diable pour renouer avec l'engouement des premiers jours, notamment chez les acteurs sociaux, politiques évidemment boudeurs. La justice, il est vrai, a pris du galon avec l'ouverture d'un procès historique, mais il faudrait bien sûr, évidemment, plus que ça, pour renaître en tout cas chez les Guinéens, l'espoir d'une institution au service des masses. Regard d'ensemble sur la transition guinéenne. Il affronte les grandes gueules ce matin. Mesdames et messieurs, jusqu'à midi, Ousmane Gawal Diallo, Gorka Soussaï, ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, il faut le rajouter, c'est très important. Il est notre invité ce matin chez les GG. On va démarrer le match dans un instant, mesdames et messieurs. Vous pouvez prendre votre café, monsieur le ministre. Tout va bien, bonjour. Et bienvenue. L'émission qui fait trembler les politiques, alors laissez-moi trembler un peu. Bienvenue en tout cas chez les GG. Merci beaucoup. Voilà, allez, on a écouté cette enquête évidemment de Diba Milimone et de Jacques Tamba Zakari Milimone. Oui, je voudrais revenir sur les chiffres. Il y a 3 chiffres qui sont importants. Vous avez, il a dit, les 22 milliards et quelques qui, si vous voulez bien, n'existent pas, manquent à l'appel du côté du trésor public.
mais il y a encore 12 milliards 777 millions 474 426 dont on doit apporter des explications. Ce sont des montants au fait qui ont été déclarés avoir été versés du côté du Trésor public, mais dont on n'a pas, si vous voulez, quelques documents de justification. Soit c'est la copie du chèque qui manque, ou alors c'est la quittance comme Tamba qui le disait qui manque. Donc, au-delà des 22 milliards dont le Trésor dit n'avoir rien reçu, il y a également ces 12 milliards qui doivent encore être étayés. Le montant global que le Trésor sur lequel le Trésor ne met aucun doute, c'est 15 milliards 372 millions 552 798 francs guinéens. Donc ça c'est l'exercice pour toute la période qui a concerné, n'est-ce pas, cette opération. Le dossier donc a été travaillé par l'inspection générale d'État. Il est arrivé à l'avènement du CNRD du côté de l'agent judiciaire de l'État. Il devrait en principe être acheminé à la CRIEF. Cela a coïncidé avec les vacances judiciaires auxquelles nous avons assisté dernièrement. Les magistrats ont voulu prendre, je crois, un mois, et puis les avocats, pour marquer leur indépendance, ont pris 2 mois. Et donc finalement, ils ont anticipé le retour en raison des divers procès qui sont en cours, puisqu'on a vu les avocats des accusés dans le procès du 28 septembre. On n'a pas attendu la fin des vacances justement pour reprendre leurs activités. Donc ces vacances ont fait que le dossier n'est pas encore arrivé du côté de la CRIEF, mais c'est un dossier à y arriver et à pouvoir être examiné pour que la dame puisse naturellement répondre des faits qui lui sont reprochés. Voilà, Jacques Liwa Leno. Antoine, nous avons notre invité évidemment ce matin avec nous, qui n'est autre que le ministre Ousmane Gawal Diallo. Juste marquer ma déception après cette enquête, après ces révélations faites par nos amis. Déception vis-à-vis de la LONAGUI, surtout de sa directrice qui, à son arrivée, avait fait croire qu'elle venait pour faire différemment. Parce que Haïdara, rappelez-vous, Chérif Haïdara avait clamé son innocence après qu'il y a eu une enquête au niveau de sa gestion. On a tous suivi ce dossier qui a été transmis au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Il avait même été convoqué, mais pour cause de maladie, il n'a pas pu se présenter. À l'époque, Aminata Sylla, qui avait tenté dans sa gestion d'embarquer Guinée Games, chose qui n'a pas pu être possible. Si aujourd'hui on apprend qu'il y a eu des soucis par rapport à des montants non déclarés au niveau du Trésor public, là je suis inquiet. Bien. Je suis inquiet parce que les montants dont il est question ne sont pas de petits montants, c'est de gros montants. Bien. J'espère que dans les jours à venir, on va suivre la suite de cette enquête. Nous apprenons qu'elle est à l'étranger pour des études. Bien. On espère qu'elle va revenir pour des précisions. Sinon là, ce serait incompréhensible. Évidemment. Qu'on vienne pour changer les choses et que soi-même qu'on soit l'arroseur arrosé. Qu'on soit plus plongé que celui qu'on a remplacé. C'est très dommage.